Le 21 janvier à Cannes. Et donc je voulais vraiment le sortir. C'était une journée de printemps apparemment ordinaire à Lyon le 7 mai 2024, mais le destin avait prévu un tout autre scénario. Soudain, le tumulte de la ville s'est effacé pour laisser place à la stridence glaçante d'une sirène d'ambulance qui déchirait l'air à l'intérieur de ce véhicule filant à toute allure vers les soins intensifs. Une femme de 74 ans luttait désespérément pour chaque battement de son cœur. Cette femme, au visage pâle et aux yeux clos, n'était pas une inconnue pour nous, c'était Jean Manson, l'idole de toute une génération, celle qui chantait l'amour et l'adieu avec une voix d'ange, venait de s'effondrer brutalement, victime d'une crise cardiaque massive qui a failli nous la ravir à jamais. Bienvenue sur Icône et Silence, la chaîne où nous explorons les vérités cachées et les destins brisés derrière les paillettes de la gloire. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier bouleversant d'une étoile venue d'Amérique qui a tout donné à la France jusqu'à en perdre le souffle. Pendant plus de 50 ans, Jean Manson a été pour nous une image de perfection. Elle était la bombe anatomique, la playmate devenue chanteuse à succès, la femme solaire qui galopait sur des chevaux blancs et souriait toujours devant les caméras. Mais ce jour-là, allongé sur un brancard d'hôpital entre la vie et la mort, le masque est tombé avec fracas. Les médecins ont parlé d'une artère fémorale touchée, d'une intervention d'urgence, d'un corps qui disait simplement « stop ». Mais Jean, une fois le danger immédiat écarté, a fini par briser un silence bien plus lourd que celui de la maladie. Elle a révélé que ce cœur qui faiblissait ne payait pas seulement le tribut de l'âge, mais celui d'une vie entière de pressions inhumaines. À l'aube de ses 75 ans, elle a avoué être rongée par des ombres invisibles, des fardeaux émotionnels qu'elle a portés seule et qui ont fini par fissurer son existence dorée. Elle ne pointait pas du doigt un coupable, mais un système, une solitude et des épreuves qui ont transformé son rêve français en un combat pour sa survie. Comment cette icône, qui semblait invincible et éternelle, s'est-elle retrouvée au bord du précipice, le cœur brisé au sens propre comme au figuré? Qui ou quoi a véritablement volé la santé de Jean Manson? Pour comprendre cette chute vertigineuse et saisir l'ampleur de ces révélations, il ne suffit pas de regarder la fin de l'histoire. Il faut remonter le temps, bien avant les douleurs, les scandales et les regrets. Il faut retourner à l'époque où tout semblait possible, lorsqu'une jeune fille de l'Ohio débarquait à Paris avec une valise pleine de rêves, sans savoir que cette ville lumière allait brûler ses ailes. Pour saisir la violence de la chute que Jean Manson a vécue récemment, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du sommet qu'elle a atteint. Remontons le temps jusqu'au milieu des années 70, une époque où la France, en quête de modernité et d'évasion, allait tomber éperdument amoureuse d'une étrangère au charme dévastateur. Lorsque Jeanne débarque dans l'Hexagone, elle n'est encore qu'une silhouette magnifique cherchant sa place, mais l'année 1976 va tout faire basculer avec une mélodie qui résonne encore dans toutes les mémoires. La chanson s'appelait « Avant de nous dire adieu ». Ce titre ne fut pas simplement un succès commercial, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Il fut un véritable phénomène de société qui a propulsé cette jeune américaine au rang de divinité nationale presque instantanément. Imaginez une France où les émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier régnaient en maître sur les soirées télévisées. Jean Manson y est devenue une invitée royale, une présence incontournable. Avec sa longue chevelure blonde en cascade, son accent exotique qui faisait fondre les cœurs et cette élégance naturelle, elle incarnait un rêve américain accessible, une bouffée d'air frais venue d'outre-Atlantique. Elle enchaînait les tubes comme La Chapelle de Harlem ou Fais-moi danser, transformant chaque apparition en un moment de grâce télévisuelle. Le public français l'adulait, voyant en elle la fiancée idéale, une femme qui semblait tout avoir pour elle, la beauté, la gloire et une voix puissante capable de naviguer du gospel vibrant à la variété romantique. Cependant, c'est précisément dans cette adoration massive que le piège s'est refermé. Jean Manson n'était pas seulement écoutée, elle était surtout regardée, dévorée des yeux par une industrie et un public obsédé par son physique. Son passé de playmate aux États-Unis, bien que lointain, a contribué à forger cette image de bombe sexuelle qui allait lui coller à la peau comme une malédiction dorée.
Elle était la Vénus moderne, celle que l'on voulait voir sourire en couverture des magazines, celle que l'on voulait voir radieuse sur les tapis rouges, peu importe ce qu'elle ressentait vraiment à l'intérieur. Chaque concert était une communion, chaque disque d'or une validation, mais personne ne se demandait ce que cette course effrénée coûtait à la jeune femme derrière l'icône. Elle vivait à 100 à l'heure, portée par l'amour de ses fans, croyant sans doute que cette énergie serait inépuisable. Mais il y a un détail cruel que l'histoire officielle a souvent oublié de mentionner. Au milieu de ces paillettes et de ces applaudissements assourdissants, alors même qu'elle semblait intouchable, Jean Manson signait sans le savoir un pacte dangereux avec son propre corps. Il y avait une ombre au tableau, une pression insidieuse qui ne venait pas de ses rivaux, mais de l'image même qu'elle devait maintenir à tout prix. C'est à cet instant précis, au zénith de sa gloire, qu'un engrenage fatal s'est mis en marche. Il y a une vérité brutale que Jan a tue pendant des décennies, une réalité sombre cachée derrière les projecteurs aveuglants qui a lentement mais sûrement préparé le terrain pour le drame de 2024. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était quelque chose de bien plus profond, une blessure invisible que nous allons maintenant devoir regarder en face. Si le public ne voyait que la lumière, la réalité des coulisses était une toute autre histoire, bien plus sombre et bien plus froide. Il faut comprendre que Jan Manson n'est pas arrivée en France avec une ardoise vierge. Elle traînait dans ses bagages un titre lourd à porter, celui de Playmate du mois du magazine Playboy en août 1974. Ce qui aurait pu n'être qu'une anecdote de jeunesse est devenu, dans l'industrie impitoyable du show business, une étiquette indélébile. On l'a enfermée dans le rôle de la belle plante, de la poupée blonde exotique, alors qu'au fond d'elle-même, son âme vibrait pour le gospel et les chants spirituels profonds. Imaginez la douleur silencieuse d'une artiste qui veut qu'on écoute sa voix, mais qui réalise que le monde entier ne regarde que son corps. Cette dichotomie a créé une fissure intérieure, une lutte permanente pour prouver sa légitimité, qui a commencé à épuiser ses réserves vitales bien avant l'âge de la retraite. L'industrie du disque et de la télévision de l'époque, bien que généreuse en opportunités, pouvait se montrer d'une cruauté sans nom envers les femmes. Jean est devenue un produit marketing parfait, une image que l'on vendait et que l'on consommait. Elle devait être partout, tout le temps, toujours impeccable, toujours souriante, dissimulant ses failles derrière des robes à paillettes et un maquillage parfait. On lui demandait d'être la fiancée de la France, mais personne ne se souciait de savoir si cette fiancée se sentait aimée pour ce qu'elle était vraiment. Les producteurs, les managers et même parfois l'entourage proche voyaient en elle une mine d'or inépuisable, oubliant que derrière l'icône se trouvait un cœur humain qui battait la chamade, souvent par anxiété plutôt que par joie. Et puis, il y avait cette solitude dévorante, celle qui vous saisit une fois que les projecteurs s'éteignent et que la foule se disperse. Jean Manson a beau avoir acheté des demeures, des châteaux même, pour y construire un foyer, ces murs immenses ne faisaient souvent que renvoyer l'écho de sa propre solitude. Elle était l'américaine à Paris, l'éternelle étrangère. Malgré l'amour du public, elle restait celle qui venait d'ailleurs, celle qui ne maîtrisait pas tous les codes, celle qui cherchait désespérément une attache solide dans un monde mouvant. Ces multiples mariages, 4 au total, témoignent de cette quête éperdue d'amour et de stabilité, mais trop souvent, les hommes de sa vie tombaient amoureux de l'image de la star et non de la femme vulnérable qui avait besoin de réconfort une fois le rideau tombé. Cette accumulation de déceptions sentimentales et de pression professionnelle a agi comme un poison lent. Le stress n'était pas un visiteur passager, c'était un compagnon de route quotidien. Chaque divorce était une petite mort, chaque critique injuste était une flèche plantée dans ce cœur qui, un jour de mai 2024, finirait par dire qu'il n'en pouvait plus. Elle a couru après le temps, après l'amour, après la reconnaissance, sans jamais s'arrêter pour écouter les signaux d'alarme que son corps lui envoyait. C'est là le véritable drame de Jan Manson, avoir tout donné aux autres, au point de s'oublier elle-même, jusqu'à ce que la vie la force brutalement à s'arrêter. Mais avant d'arriver à ce moment fatidique de l'effondrement, il y a eu une période charnière, une série d'événements tragiques qui ont agi comme des catalyseurs, précipitant la chute de l'icône vers une crise inévitable. Ce ne fut pas un seul coup dur, mais une tempête parfaite qui allait s'abattre sur elle.
Alors que les années passaient, la lumière éclatante qui entourait Jean Manson a commencé à projeter des ombres de plus en plus longues et menaçantes. Le tournant du siècle n'a pas seulement marqué le vieillissement naturel d'une star, il a apporté avec lui des épreuves d'une violence inouïe qui ont fait vaciller les fondations même de son existence. Le monde de Jeanne, autrefois fait de refrains joyeux et de couvertures de magazines glamour, s'est soudainement assombri sous le poids de scandales et de tourments personnels qui ont frappé, là où cela fait le plus mal, sa famille et son intégrité. Elle, qui avait toujours chanté l'amour et la fraternité, s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique impitoyable, sans entrer dans les détails sordides des rumeurs et des batailles juridiques qui ont éclaté ces dernières années. On peut imaginer la dévastation d'une mère et d'une femme publique voyant son nom traîner dans la boue, son honneur remis en question par ceux-là même qui l'avaient encensé. C'était un lynchage moral, une période où chaque gros titre de journal était un coup de poignard. Le public, versatile par nature, a commencé à murmurer, le doute s'est insinué et l'industrie du spectacle, fidèle à sa lâcheté légendaire, a pris ses distances. Le téléphone a cessé de sonner, les amis de la belle époque se sont évaporés, laissant Jean seule face à un ouragan émotionnel. Ce sentiment de trahison a été le coup de grâce. La France, sa terre d'adoption, ce pays qu'elle avait tant aimé et pour lequel elle avait appris la langue de Molière, semblait soudain lui tourner le dos. L'atmosphère à Paris était devenue irrespirable, chargée de regards suspicieux et de jugements silencieux. C'est dans ce contexte d'étouffement que Jean a pris une décision radicale, celle de l'exil. Elle a quitté la scène parisienne, fuyant les paillettes devenues toxiques pour se réfugier en Espagne dans la région de Peralada. Là-bas, loin des caméras et des murmures assassins, elle a cherché la paix auprès de ses chevaux, ces animaux nobles qui ne jugent pas et ne trahissent jamais. Cependant, on ne guérit pas de telles blessures simplement en changeant de pays. Si l'esprit de Jeanne tentait de trouver le repos dans la nature catalane, son corps, lui, n'avait rien oublié. Le stress chronique, l'angoisse des procès interminables et le chagrin d'être incomprise se sont sédimentés jour après jour dans ses artères. Elle pensait avoir trouvé un refuge, mais elle portait en elle une bombe à retardement. Elle continuait à sourire, à dire que tout allait bien, essayant de se convaincre elle-même qu'elle était plus forte que la tempête. Mais la réalité était bien plus cruelle. Le cœur de l'icône, surchargé par des années de lutte pour défendre sa vérité, était au bord de la rupture. Le silence de l'exil n'était qu'un calme trompeur avant la tempête finale. Personne ne se doutait que cette femme qui galopait encore fièrement dans ces terres d'Espagne s'apprêtait à vivre l'épreuve ultime, celle où elle devrait non plus défendre son honneur, mais se battre pour son dernier souffle. Et c'est précisément à cet instant, au seuil de la mort, que la vérité a fini par éclater. C'est finalement sur un lit d'hôpital à Lyon, entouré par le bip monotone des machines de réanimation, que Jean Manson a trouvé la force de dire ce qu'elle avait tu pendant un demi-siècle. Le réveil après l'opération fut un moment de vérité absolue. Il n'y avait plus de projecteurs, plus de maquillage, plus de foule en délire, juste une femme de 74 ans face à la fragilité terrifiante de son existence. C'est dans ce silence clinique qu'elle a brisé sa propre légende. Quelques jours après avoir frôlé la mort, elle a pris la parole, non pas pour chanter, mais pour lancer un avertissement bouleversant au monde entier. Avec une lucidité désarmante, Jean a pointé du doigt les véritables responsables de son effondrement. Elle n'a pas cité de nom dans une liste de vengeance, mais elle a nommé 3 forces destructrices qui l'ont consumée. Premièrement, elle a dénoncé la dictature du show must go on, cette loi impitoyable du spectacle qui l'a obligée à monter sur scène avec le cœur en miettes, à sourire quand elle voulait pleurer, à nier sa propre humanité pour ne pas décevoir. Deuxièmement, elle a parlé du poids écrasant de l'injustice, faisant allusion à ces dernières années où elle a dû se battre non pas pour sa carrière, mais pour sa dignité, une lutte qui a littéralement brisé son cœur au sens médical du terme. Enfin, elle a admis sa propre négligence, ce sacrifice permanent de sa santé sur l'autel de l'image publique.
Mon cœur n'a pas supporté, a-t-elle confié, des mots simples mais qui résonnent comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, l'icône a avoué qu'elle n'était pas invincible. Elle a raconté comment, lors de cette audience fatidique juste avant son malaise, elle a senti son corps lâcher prise, submergé par une violence émotionnelle qu'aucun être humain ne devrait endurer. Elle a décrit cette douleur thoracique comme le cri ultime de son âme qui disait « assez ». En rendant public son état de santé critique, en montrant sa vulnérabilité, Jean Manson a repris le pouvoir. Elle a cessé d'être l'objet que l'on regarde pour devenir le sujet qui souffre et qui parle. La réaction du public et de l'industrie a été un mélange de choc et de culpabilité. Ceux qui l'avaient jugée trop vite, ceux qui l'avaient oubliée ou réduite à ses clichés passés, ont soudain vu la réalité crue. On a réalisé que derrière les paillettes de l'époque Carpentier, il y avait une femme qui saignait en silence. Son aveu a transformé le regard des gens. La pitié a laissé place à un immense respect pour sa résilience. En admettant qu'elle était brisée, elle est paradoxalement devenue plus grande, plus réelle. Elle nous a rappelé que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre si on ne prend pas soin de la flamme qui les anime. Au crépuscule de sa vie, l'histoire de Jean Manson dépasse largement le cadre d'une simple biographie de star. Elle devient un miroir tendu vers nous, le public, et vers une industrie qui broie souvent ceux qu'elle prétend adorer. Le drame qui s'est joué à Lyon en mai 2024 n'est pas un fait divers, c'est un avertissement solennel. Il nous force à nous poser des questions inconfortables mais nécessaires. Combien de fois avons-nous exigé de nos idoles qu'elles soient parfaites, qu'elle sourit, qu'elle chante, sans jamais nous soucier du coût humain de cette performance? Avons-nous aimé la femme ou avons-nous simplement consommé son image jusqu'à l'épuisement? Le parcours de Jean est le symbole de toute une génération d'artistes féminines qui ont dû se battre pour exister au-delà de leur apparence. Elle nous rappelle que la gloire est une armure lourde, parfois trop lourde pour un seul cœur. Son cri de douleur sur son lit d'hôpital est une leçon d'humilité pour nous tous. Il nous enseigne que derrière les disques d'or et les couvertures de magazines, il y a des êtres de chair et de sang, vulnérables, qui peuvent se briser si on leur refuse le droit à la fragilité. La véritable tragédie n'est pas que Jeanne ait vieilli ou qu'elle ait été malade, c'est qu'il ait fallu qu'elle frôle la mort pour que l'on écoute enfin sa vérité sans la juger. Aujourd'hui, loin du tumulte parisien, dans la quiétude de ses terres espagnoles, Jean Manson tente de reconstruire ce que la gloire a failli détruire. Elle ne cherche plus à être la bombe des années 70, ni la fiancée idéale de l'Amérique. Elle cherche simplement à être Jeanne, une survivante qui a traversé le feu et qui, malgré les cicatrices invisibles sur son cœur, continue de croire en la lumière. Son histoire nous laisse avec une certitude. Les applaudissements finissent toujours par s'éteindre. Mais la dignité d'une femme qui a osé dire « stop » résonne éternellement. Peut-être est-il temps pour nous de changer notre regard, de ne plus voir les artistes comme des produits éternels, mais comme des âmes qui nous accompagnent un moment sur le chemin de la vie. Comme le disait si bien Jean dans l'une de ses chansons, avant de nous dire adieu, il faut savoir se dire les choses vraies. Elle a payé le prix fort pour sa liberté, mais elle a gagné le droit d'être enfin elle-même. Et c'est peut-être là, dans cette paix retrouvée après la tempête, que réside son plus grand succès.